Cette vidéo me tient particulièrement à cœur. Je voudrais vous parler de l'humanité 3.0 qui est en gestation actuellement et qui va naître bientôt. Est-ce que l'accouchement sera douloureux ou pas? Je ne sais pas. Mais on est en train de vivre une révolution anthropologique majeure et j'aimerais vous en parler. L'humanité 1.0, on va dire, c'est l'Homo sapiens qui est apparu il y a 200 ou 300 000 ans. L'humanité 2.0, où il y a déjà eu beaucoup de changements, c'est à la fin du néolithique, quand on est passé d'un mode de vie chasseur-cueilleur nomade à un mode de vie plus sédentaire, agriculteur-éleveur. Et là, actuellement, disons, depuis les révolutions industrielles, on a entamé une troisième révolution anthropologique majeure qui, selon moi, va nous amener vers une humanité immortelle, multiplanétaire et écologique. Alors, je sais, tout ça, ça peut paraître un peu fou. J'en suis conscient, donc laissez-moi s'il vous plaît le temps de m'expliquer. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc le programme de la vidéo qui va être un petit peu long, hein, je vous préviens d'avance, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il va y avoir une partie où je souhaite vous montrer que ce futur est possible. C'est pas de la science-fiction, il est déjà en train de démarrer. Évidemment, ce futur n'est pas garanti. Et ce que je voudrais vous expliquer, c'est ce qui viendra à la fin de la présentation, c'est ce petit diagramme. C'est ça que j'aimerais que vous reteniez, c'est la logique qu'il y a derrière. Ce futur que je vous décris, c'est un attracteur. C'est-à-dire que tout marche ensemble. L'écologie, le multiplanétarisme et l'immortalité, en fait, c'est la même chose. Et c'est ça que j'aimerais vous expliquer. Donc il va me falloir un petit peu de temps parce que je vais reprendre plusieurs notions que j'ai déjà un petit peu abordées dans la chaîne, mais je voudrais faire une vidéo qui soit autonome du reste, qui soit complète en elle-même. Je reprendrai certaines choses que j'approfondirai un petit peu plus aussi. Sur les trois thématiques principales que je vais développer, l'immortalité, l'écologie et la conquête spatiale. C'est pour ça que je parle d'un attracteur, en fait c'est un peu comme si une sorte d'équilibre de nage, si vous voulez, en fait. Chaque élément est essentiel pour les autres, d'une part, et ça forme un tout cohérent. Et ce que je vais vous présenter, c'est, on pourrait appeler ça une sorte de vision du futur, si vous voulez, mais en fait, plus concrètement, c'est une hyperstition. Donc l'hyperstition, c'est un terme qui vient de la philosophie accélérationniste, inventée par Nick Land. Et l'idée de l'hyperstition, c'est une croyance collective qui a tendance à se réaliser. Et cette vidéo va expliquer pourquoi je suis techno-optimiste, parce qu'il y a ce futur possible. Un futur, franchement, qui peut paraître difficile à croire, hein, dans le monde actuel, qui est un monde qui agonise, parce qu'il est en pleine transformation, et qu'il y a des résistances par rapport au futur qui peut advenir. Il y a beaucoup de peur face à l'accélération, mais il y a des raisons aussi d'être optimiste, dans le fait que la technologie et la civilisation vont perdurer, vont s'épanouir. On va arriver dans une ère, je pense, sincèrement, d'abondance. C'est pour ça que je vais prendre le temps de poser des arguments pour tenter de vous convaincre que c'est possible. Et je ne vais pas insister outre mesure sur les difficultés qui vont se présenter à nous. C'est pas pour les minimiser, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais je suis bien conscient qu'il va y avoir beaucoup de difficultés pour y arriver. Allez, générique, et puis après c'est parti, on va démarrer. Alors je fais un petit résumé rapide de la chaîne. J'ai présenté la notion d'accélération, comme quoi c'est une tendance présente dans l'univers où les objets et les structures se complexifient de plus en plus petit à petit dans le temps, et la vitesse d'information, d'échange d'informations entre ces structures accélère, ce qui fait émerger l'intelligence, qui elle-même se complexifie au fil du temps. Et tout ça est donc soumis au processus évolutif, aux lois de l'évolution, qui elle-même évolue avec le temps et qui elle-même accélère avec le temps jusqu'à arriver à un seuil qu'on pourrait définir comme étant l'évolution consciente ou intentionnelle. C'est le seuil auquel on est en train d'arriver actuellement grâce au génie génétique, qu'on a déjà mis en place petit à petit. Donc je ne refais pas toute la vidéo sur le sujet, mais aujourd'hui, on manipule directement le génome des plantes, on commence à le faire pour les animaux, et bientôt peut-être, probablement, très probablement pour nous-mêmes aussi. Donc face à l'accélération, tout le monde n'a pas la même perception de ce qui est en train de se passer, notamment avec l'émergence des IA qui provoque pas mal de craintes, de peurs, d'angoisse et de résistance. Donc grosso modo,
on peut dire qu'il y a deux camps qui se dessinent. Il y a les techno-optimistes qui veulent accélérer, ou en tout cas ne pas ralentir, et les techno-pessimistes qui pensent que la civilisation court à sa perte, et qu'il faut soit décélérer, soit décroître, soit chercher à atteindre une sorte d'équilibre. Donc ensuite, j'ai expliqué que, selon mon point de vue, en fait, nous sommes à l'adolescence technologique, donc c'est une phase qui est effectivement délicate et dangereuse. On a des technologies de plus en plus puissantes, mais on n'a pas la sagesse pour les manipuler. On ne l'a pas encore, et donc, ben, c'est un peu comme si on donnait à un adolescent un pistolet chargé, et il va falloir qu'on traverse cette phase sans nous autodétruire ou nous blesser. Donc c'est sûr que c'est une phase critique. Donc l'accélération, elle a un côté clair, c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo, l'humanité 3.0, l'humanité immortelle, multiplanétaire et écologique ou écosystémique, je préfère le mot écosystémique. Il y a des côtés obscurs, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, notamment sur la santé et l'immortalité, et la nécessité d'une transition culturelle qui faisait suite non pas à une transition médicale, mais à une transition sanitaire, qui nous a fait gagner beaucoup d'années d'espérance de vie, mais pas tellement d'années d'espérance de vie en bonne santé. Donc ça, je vais y revenir rapidement dans la suite de la présentation. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'est pas grave. Pour ceux qui l'ont vu, ben, vous allez voir d'autres aspects. Et ensuite, il y a un côté que je développe sur cette chaîne aussi, le côté auto-accélération. Donc c'est comment profiter pour soi-même de l'accélération. Ça peut se faire, pour l'instant, à travers la neuroplasticité, qu'on peut utiliser, qu'on peut développer avec certaines méthodes. Ça peut se faire à travers l'épigénétique, donc le comportement, et ça pourra se faire plutôt, peut-être plus tard, à travers la génétique. Donc voilà. On va commencer sur la thématique de l'immortalité. J'aimerais vous montrer, de vous convaincre, que l'immortalité est une possibilité qui va s'offrir à nous. Alors quand je parle d'immortalité, il y a peut-être une limite absolue, mais on ne sait pas bien où elle est, et je vais vous montrer pourquoi. Peut-être qu'on ne pourra jamais dépasser les 120 ans, peut-être qu'on pourra prolonger la vie indéfiniment, mais qu'il y aura une limite à 500 ans, à 10 000 ans, je ne sais pas. Mais même sans aller jusque-là, il y a déjà pas mal de choses qu'on peut faire à l'heure actuelle, et il est, je ne vais pas dire quasi certain, mais très probable qu'on puisse prolonger la vie pendant plusieurs siècles. C'est pas du tout irréaliste en fait, au regard des données scientifiques dont on dispose actuellement. C'est pas de la science-fiction ce que je vais vous dire. Alors, je reprends l'argument que j'avais déjà présenté précédemment, qui a été avancé par ce monsieur, Aubrey de Grey, en 2004, dans une publication scientifique, et je vais vous l'expliquer. Donc le schéma est tiré de sa publication à lui, mais je vais commencer par ici. Donc là, on a la courbe d'espérance de vie du Japon. Elle démarre à peu près à 35 ans à l'année 1800, et puis aujourd'hui, ils en sont à 85 ans. Et vous voyez que ça continue d'augmenter. Donc ce qui se passe, je n'ai pas les chiffres exacts, mais grosso modo, je pense que les Japonais continuent de gagner 2 ou 3 années de vie tous les 10 ans. Ce qui signifie que chaque année, en fait, ils gagnent quelques mois, 2 ou 3 mois. Mais imaginons que les progrès médicaux, qu'on fasse des percées et qu'ils se développent beaucoup plus que maintenant. Imaginons que l'espérance de vie, au lieu de gagner 3 mois chaque année, on gagne 6 mois chaque année. Imaginez que on gagne 9 mois chaque année. Imaginez qu'on gagne 12 mois chaque année. Donc si on gagne 1 an chaque année, vous voyez bien qu'on peut prolonger la vie indéfiniment. Alors là, je vous ai donné une version un peu irréaliste de la chose. Ce qui est plus probable, c'est que, en tout cas, c'est comme ça que présente la chose, c'est comme ça que Aubrey de Grey présente la chose, c'est on va faire des percées médicales qui vont peut-être nous faire gagner 10 années d'espérance de vie d'un coup, ou 20 années. Et pendant ce temps, grâce au temps gagné, il est possible qu'on fasse d'autres percées médicales qui nous refassent gagner encore d'autres années de vie. Et donc là, aujourd'hui, en fait, ce graphique montre le nombre de personnes qui survivent à tel ou tel âge. Donc là, on voit, il y a 100% à la naissance, et puis ça décline très vite. Si on se situe en 1851, là, il y a pas mal de pertes chez les enfants. Puis il y a des pertes tout au long de la vie, et puis enfin, il y a pas mal de monde qui... il y en a quand même 40% qui dépassent l'âge de 60 ans, et une minorité qui arrive jusqu'à 90 ans. Aujourd'hui, en 2011, on commence à avoir pas mal de monde qui arrive à 90 ans. Là, par exemple, on est autour des 2 tiers. Et en 2031, on pourrait arriver à 70%, etc., etc. Donc même si c'est pas tout à fait le même genre de courbe que Aubrey de Grey utilise,
il emploie une analogie. Il dit l'espérance de vie, en fait, c'est un peu comme tomber d'une falaise. Et grâce à la technologie, on peut améliorer, ou grâce à la médecine, on peut réduire la vitesse à laquelle on chute. Si on la réduit un petit peu, donc là, une personne qui aurait 100 ans au point de départ, en fait, elle arriverait à vivre quelques années de plus. Son espérance de vie, ça serait peut-être 10 ans. Si elle a 80 ans, son espérance de vie serait un peu plus longue. Alors, j'ai oublié de dire, là, il démarre, en fait, au moment où on commence à avoir des technologies de rajeunissement. Donc il dit, bon voilà, si vous avez 100 ans, c'est trop tard pour utiliser ces technologies de rajeunissement sur vous. Ça va prolonger un peu votre vie, mais vous finirez quand même par mourir. Si vous avez 80 ans, au moment où on découvre ces technologies, bah, vous allez vivre plus longtemps. Mais si vous avez 50 ans, c'est là où on rentre dans sa logique. Ça va nous faire gagner suffisamment d'années d'espérance de vie pour qu'on fasse d'autres découvertes entre-temps et que, ben, en fait, à un moment donné, on en arrive au point où, même pour les personnes qui frôlent la mort, on va réussir à les faire rajeunir. Et les personnes qui ont 30 ans aujourd'hui, ben en fait, on les fera rajeunir au fil du temps et elles dépasseront jamais peut-être l'âge biologique de 50 ans. Alors tout ça, ça vous paraît peut-être abstrait et complètement irréaliste. Il faut se plonger un peu dans la littérature sur la longévité pour comprendre que c'est pas du tout le cas. On sait aujourd'hui que les humains ne vieillissent pas tous à la même vitesse. Ne vieillissent pas tous à la même vitesse. Donc il y a un âge calendaire ou administratif, si vous voulez, le nombre d'années qui passent, mais il y a un âge biologique qui n'est pas le même. Et ça, on sait le mesurer aujourd'hui avec des marqueurs biologiques. Donc il y a des personnes qui, du point de vue calendaire, peuvent avoir 50 ans, mais en vrai, leur âge biologique, ça peut être plus ou moins. Ça peut être 55 ans ou ça peut être 45 ans, voire même 30 ans. Alors vous voulez voir ce que ça donne? Ben voici Andy Wilkinson, 60 ans. Voilà. Ce monsieur à 60 ans. Alors lui, il a eu de la chance à la loterie génétique, mais l'idée de la science de la longévité, ben, c'est justement de découvrir pourquoi lui, il est différent et d'en faire profiter les autres. Voilà, et je continue donc, par exemple, sur ce verre, bon, vous allez me dire ce n'est qu'un verre, mais on a réussi à prolonger leur durée de vie normale d'un facteur 500%. Donc on arrive déjà à faire des choses. Et si vous doutez que ça soit possible sur des organismes plus complexes, ben on a ce requin, le requin du Groenland par exemple, qui vit plusieurs siècles. On sait qu'il peut vivre jusqu'à 500 ans. Il y a des sortes d'anémones qui sont éternelles. Et on a le ratopnu, on ne sait pas aujourd'hui de quoi il meurt. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas vieillir. Il meurt d'accident ou autre, mais pour le moment, depuis qu'on les étudie, on n'a pas trouvé de quoi il meurt. Je trouve ça assez incroyable. C'est-à-dire que normalement, un rat, ça vit autour de 3 ans en conditions laboratoires, donc pas dans les conditions naturelles extérieures qui sont beaucoup plus difficiles. Et apparemment, ce rat vit 30 ans et il ne vieillit pas. Et donc là, on est sur un mammifère. Donc c'est pour montrer en fait que c'est l'évolution qui a trouvé un optimum dans nos espérances de vie actuelles, mais il se pourrait très bien soit qu'on puisse repousser la limite des 120 ans, ou alors qu'on puisse ne jamais l'atteindre en modifiant la vitesse de vieillissement, voire en l'inversant. En tout cas, ça a l'air tout à fait possible. On sait déjà le faire partiellement. On l'a fait grâce au facteur de Yamanaka. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que sinon on partirait trop loin. Les facteurs de Yamanaka, c'est ce qui permet de transformer une cellule somatique, donc une cellule du corps, en cellule souche. Donc d'inverser en fait son processus de vieillissement. Et ils les ont essayés sur des animaux et ils ont réussi à faire vieillir et à faire rajeunir artificiellement leurs organes. Alors on n'est pas encore en capacité de le faire sur un organisme en entier, mais théoriquement il n'y a rien qui s'y oppose à ce qu'on finisse par trouver comment ça fonctionne. Et il y a un autre aspect sur lequel je voudrais insister, qui est bien établi maintenant, c'est que les gens pensent souvent qu'on a gagné en espérance de vie grâce à une transition médicale. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez plus de détails, mais en fait non, ce qui s'est passé c'est une transition sanitaire. On a gagné en espérance de vie parce qu'on a réussi à traiter l'eau, à avoir une chaîne du froid pour l'alimentation, et donc à éviter la propagation des microbes à travers l'eau et la nourriture, et aussi à travers le contact physique, grâce au savon. En fait, les gros des gains d'espérance de vie, on les a fait grâce à ça. Ce qui fait qu'on est passé d'une époque où les enfants, donc en 1841 ici,
mourait énormément de maladies contagieuses qu'on a éradiquées, donc, grâce à ces gains sanitaires et logistiques, bien plus que médicaux, à aujourd'hui, une époque où les enfants ne meurent quasiment plus en bas âge, et maintenant, tout le monde, l'espérance de vie moyenne se situe autour un peu plus de 80 ans dans les pays développés. Mais, si on compare, donc ça ici, ce pic-là, ça s'appelle l'âge modal, c'est l'âge où la majorité des gens meurent. Si on compare l'âge modal actuel, qui est autour de un peu plus de 85 ans, avec l'âge modal de l'époque, qui était autour de 75 ans, en fait, on n'a gagné que 10 années. Et la différence ici, avant, c'est que c'est pas forcément que les gens ils mouraient des mêmes maladies que nous. Ils mouraient parce qu'il y avait des guerres, des famines. Les conditions de vie n'étaient pas exactement les mêmes que nous. Il y a quelques progrès médicaux, mais grosso modo, la vie était beaucoup plus dure. Mais la majorité mourait quand même quasiment au même âge que nous. On n'a pas vraiment fait, en plus, de gains d'espérance de vie en bonne santé. En gros, avant, si vous n'étiez pas en bonne santé, il y avait beaucoup de chances que vous mouriez. Aujourd'hui, on a réussi à prolonger la vie, mais sans forcément prolonger la vie en bonne santé, qui est restée à 65 ans, en fait. L'espérance de vie en bonne santé, elle est de 65 ans. Donc on n'a pas fait tellement de gains médicaux que ça, en fait. Ce qui nous amène un constat qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la différence entre une personne qui va vivre longtemps et une personne qui va vivre moins longtemps, ou en tout cas en bonne santé, c'est pas grâce à la médecine, c'est grâce à l'hygiène de vie. Donc là, ce que je vous dis, c'est pareil, c'est bien établi. La cigarette, l'alcool, la sédentarité et une nourriture, on va dire, trop riche, dans le sens industriel, des produits trop transformés, ça peut vous enlever 15 années d'espérance de vie, ou ça peut vous en rajouter 15. En fonction si vous avez une mauvaise ou une bonne hygiène. Et si vous regardez entre quelqu'un qui a une très mauvaise hygiène de vie et quelqu'un qui a une très bonne hygiène de vie, qui est discipliné, les champions, c'est ceux qui ont en plus les facteurs génétiques qui sont favorables. Mais grosso modo, si vous prenez la différence juste au niveau du comportement, en prenant une génétique moyenne, la durée de vie en bonne santé, c'est la partie rouge, donc après, ça c'est la partie où on est malade. La durée de vie adulte en bonne santé, c'est quasiment le double pour une personne qui va faire des efforts sur son hygiène de vie. Pourquoi je vous dis tout ça par rapport à la question de l'immortalité? Je pense que quelles que soient les technologies qu'on va développer de rajeunissement, l'hygiène de vie restera un facteur décisif, un facteur démultiplicateur, si vous voulez, de ces technologies. Dans un cas, si vous avez une mauvaise hygiène de vie, les technologies de rajeunissement, elles vont lutter contre ce que vous faites dans votre vie. Donc peut-être qu'elles arriveront à inverser la tendance, mais franchement, c'est pas sûr. Et à l'inverse, si vous avez une bonne hygiène de vie, vous allez décupler les effets que vous allez pouvoir espérer de ces technologies. Donc ça, c'est un point important, très important selon moi, qui fait que on est en train, donc tout ce que je dis, c'est pas des choses que je sors de mon chapeau. Si vous allez consulter la littérature scientifique médicale, vous verrez, donc dans la vidéo précédente, j'ai mis des liens. On est en train de développer une nouvelle médecine à base de comportement, donc ça veut dire une hygiène du sommeil, une qualité d'alimentation, d'hydratation, et aussi des exercices physiques. Et aussi, en fait, on est en train de passer du paradigme biomédical actuel au paradigme biopsychosocial par rapport aux maladies. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien dans votre travail, par exemple, et que vous faites une déprime, c'est pas forcément la meilleure chose de vous donner des médicaments pour contrer la déprime, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est changer vos conditions de travail. Et en fait, le nouveau paradigme qui est en train d'être développé par les chercheurs dans le domaine médical, depuis ça a commencé aux alentours des années 70, mais ça commence vraiment à se développer maintenant, de plus en plus, c'est de prendre en compte tous ces facteurs, le biologique, le psychologique et le social. Donc un paradigme holistique de la santé. Et on parle aussi de médecine 5P, donc préventive, prédictive, médecine de précision, donc qui va se baser sur des analyses sanguines, par exemple, pour voir vos paramètres biologiques, participative et personnalisée. C'est une médecine très différente de ce qu'on a connu jusqu'ici. Actuellement, si, je sais pas, vous avez un problème de santé quelconque, votre médecin, il va se baser sur des études, mais il va vous donner un médicament qui a été testé statistiquement. Il ne sait pas s'il fonctionne pour vous. Il sait que statistiquement, il a un effet. Et en général, c'est pas forcément un effet très important. Et en plus, il n'a aucune idée si la guérison, chez vous, va être liée à un effet placebo, et il ne sait pas non plus si vous aurez des effets secondaires ou pas. Et là, tout ça est en train de changer, justement, grâce à cette nouvelle médecine qui va se baser sur
vos paramètres biologiques et qui va vérifier à l'intérieur ce qui se passe et si ça fonctionne ou pas et si c'est la bonne méthode ou pas. Est-ce que pour changer vos paramètres biologiques, il vaut mieux peut-être une approche psychologique ou peut-être une approche médicamenteuse ou peut-être une approche alimentaire ou changer votre hygiène de vie ou peut-être de changer quelque chose qui ne va pas dans votre travail ou votre famille. Donc on est en train de développer un paradigme médical complètement différent de ce qu'on a connu jusqu'ici. Alors maintenant on va passer à la deuxième partie, l'écologie. Je vais vous expliquer la première articulation par rapport au petit schéma que je vous ai montré au début, que je voulais vous expliquer, qui avait 5 cases. Je vais expliquer petit à petit. Si on devient immortel, ou disons qu'on a une vie prolongée, imaginez que vous allez vivre 500 ans là. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui va vivre 500 ans. On met de côté les problèmes éthiques que ça pose, qui sont immenses. Je ne cherche pas à les minimiser ni à les nier. C'est juste que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et je vous ai dit, on est dans une phase de transition. L'humanité 3.0, elle est en gestation. Il y aura sûrement des douleurs d'enfantement. Mais là, je vous parle du monde d'après. Mon objectif, c'est de cultiver l'optimisme, d'avoir un cap, de voir la lumière au bout du tunnel. Donc imaginez que vous vivez 500 ans ou plus. Forcément, l'écologie, ça ne va pas devenir une quantité négligeable pour vous, parce que vous serez là dans 500 ans, vous serez toujours sur Terre. Donc vous vous dites, si on continue le réchauffement climatique, la pollution telle qu'on le fait aujourd'hui, ça va devenir difficile pour vous, personnellement, de vivre sur la planète au cours des prochains siècles. Aujourd'hui, les projections climatiques, on les fait jusqu'en 2100, mais imaginez qu'on les fasse jusqu'à 2500. Vous imaginez la tête des courbes? Si on prolonge les tendances actuelles. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut décroître et arrêter la technologie. Au contraire, vous allez comprendre pourquoi. En fait, on aboutit naturellement à la notion de géo-engineering, au fait qu'on va être obligé de prendre le contrôle du climat, de la planète, de la météo localement, et des écosystèmes. Et ça, on va le faire grâce aux intelligences artificielles. Et là encore, permettez-moi de vous présenter quelques arguments pour vous montrer que c'est pas complètement délirant ce que je vais vous proposer. L'idée, c'est que de la même manière qu'on va apprendre à gérer notre santé, c'est les mêmes outils systémiques, écosystémiques qu'on va développer pour notre corps, pour gérer notre corps est un écosystème. Ce sont les mêmes outils qu'on va développer pour notre santé et pour l'écosystème planétaire ou pour les écosystèmes locaux. Et comment ça va marcher? Comment ça va se présenter? Grâce aux IA, on est en train actuellement de décoder le langage des animaux. Par exemple, il y a le projet CETI, C-E-T-I, qui consiste à décoder le langage des baleines. On sait déjà en fait que on a déjà des mesures mathématiques, des mesures de complexité, des sonorités qu'on peut enregistrer. Et on sait que cette complexité, en fait, elle est quasiment équivalente à celle du langage humain. Donc, en fait, on soupçonne que, au moins les cétacés, les dauphins notamment, ils aient un langage peut-être aussi complexe que le nôtre. Pour le moment, on n'a pas de pierre de Rosette, on ne sait pas le décoder, mais on s'en rapproche petit à petit. Au Japon, il y a une équipe qui prétend, alors j'ai pas creusé plus que ça, mais avoir décodé le langage des poulets, grâce à des IA. Donc c'est pour vous montrer que ça commence à arriver. Et ce n'est pas du tout anticapitaliste, puisque, en fait, si vous avez des poulets qui sont en meilleure santé et qui sont plus heureux, si vous voulez, ils vont se développer mieux, il y aura besoin de moins de traitements médicaux, antibiotiques, et au final, les fermes qui vont utiliser ça seront plus productives. Donc tout le monde est gagnant. Les poulets sont gagnants, l'industrie est gagnante, et nous aussi derrière. Un autre exemple, pour vous montrer à quel point, en fait, on ne fait qu'effleurer ces questions de langage des animaux actuellement. Il y a un youtubeur, César Millan, enfin c'est pas un youtubeur, mais il est spécialiste des chiens. Si vous regardez ses vidéos, vous verrez, c'est assez extraordinaire et incroyable. Il se retrouve avec des chiens qui sont extrêmement agressifs parfois, qui essaient de le mordre, hein, réellement. Et vous le laissez un quart d'heure parfois, des fois 1 heure avec, des fois un peu plus longtemps. Et vous voyez le chien, il est devenu son meilleur ami. Et en fait, vous comprenez, tout d'un coup, c'est vraiment c'est stupéfiant. Vous comprenez en fait que le chien était agressif parce qu'il essayait de dire quelque chose et que personne ne l'écoutait. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui le comprend. Et donc, le chien lui-même est content de la situation. Pourquoi je vous montre ça? En fait, les IA, c'est quasi certain. On n'y est pas encore, mais donc, comme vous savez, OpenIA travaille à l'intelligence artificielle générale, donc multimodale, qui va être capable d'apprendre d'après les vidéos,
Donc pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça va pas tarder. Donc les IA pourraient apprendre de César Millan. Et ensuite, vous pourriez avoir César Millan dans votre téléphone. Vous filmez le chien qui se comporte d'une certaine manière. Et l'IA va vous dire, ah ben oui, ben, si vous voulez pas que votre chien aboie, ou je ne sais pas, ou que votre chien soit agressif, ou que votre chien fasse ses besoins au bon endroit, ou je ne sais quoi, enfin, qu'il se comporte comme vous avez envie, ben, l'IA elle va décoder son comportement, elle va vous expliquer comment lui parler, en utilisant le savoir des meilleurs experts de la planète. Donc ça va complètement changer notre relation aux animaux, d'une manière générale tout ça. Le fait de pouvoir décoder le langage des animaux. Il y a actuellement beaucoup de monde qui se préoccupe du sort des animaux. Bon, c'est un énorme sujet en soi, et souvent les gens qui sont pro-technologie ne s'intéressent pas trop à ces choses-là. Les droits des animaux, ça les concerne pas vraiment, mais en fait, il n'en reste pas moins qu'il y a une partie de la société civile qui pousse pour faire progresser les droits des animaux. Et plus on va décoder le langage des animaux, plus on va communiquer avec eux, plus on va être amené à leur donner des droits. Mais c'est pas juste qu'on va leur donner des droits comme ça, entre guillemets, gratuitement, parce que finalement, ces animaux de compagnie, ils rendent des services sociaux, des services psychologiques, si vous voulez. Ils sont un support pour beaucoup de personnes. Et c'est pas tout. Même pour les animaux sauvages, en fait, ça peut complètement changer notre relation avec eux. Regardez par exemple ici, on n'est pas avec des IA, mais peu importe, on est avec de la technologie. Donc là, ils ont marqué des loups avec des puces GPS et puis ils les ont traqués par satellite. Et là, ils se sont rendus compte, en fait, que les loups étaient très territoriaux et qu'il y avait des frontières invisibles que nous, humains, on ne verrait pas. Mais là, vous voyez bien que, en fait, chaque loup reste sur son territoire, chaque meute de loups reste sur son territoire, ne va pas sur les territoires voisins. Et en fait, qu'est-ce que ça nous indique, ça ? Comment ils font les loups ? Ben, en fait, ils utilisent des marqueurs olfactifs, ou peut-être d'autres marqueurs, mais en tout cas très probablement olfactifs. Si on veut cohabiter avec les loups, si on veut que les loups n'aillent pas ici, ou n'aillent pas là, mettons, on décide de s'approprier cette zone ici en jaune, pour mettre nos moutons ou nos vaches, et on ne veut pas que les loups les attaquent. Ben, vous voyez bien qu'en fait, il n'y a pas besoin de tuer les loups. Il suffit de leur dire, de tricher un petit peu avec leurs odeurs, et de leur dire, ah ben non, ici, il y a déjà, c'est un territoire qui est déjà pris. On met des fausses odeurs de loups, et hop, on peut barricader une zone, sans mettre de barrière que les loups finiraient par franchir, sans devoir tuer les loups, juste en apprenant à communiquer avec eux. Donc là, on a un cas très concret où les IA, en fait, la technologie en général, mais les IA en particulier, elles vont nous aider à cohabiter, non seulement avec les animaux domestiques, mais aussi les animaux sauvages. Et ça va nous permettre de les piloter petit à petit, et de vivre en bonne harmonie avec eux. Et à une autre échelle, la technologie va nous permettre de faire du geoengineering sur la Terre directement. Donc là, ici, j'ai mis une photo pour illustrer ce qui pourrait être des fermes océaniques. En fait, il y a un énorme potentiel dans les océans, il y a des zones mortes où il n'y a pas de vie, qu'on pourrait relativement facilement fertiliser en modifiant les courants marins, en rajoutant des engrais à des endroits stratégiques, éventuellement en faisant quelques chantiers, quelques aménagements. Donc là, c'est pareil, ce ne sont pas des fantasmes que je me fais, ce sont des projets qui commencent à être développés, qui existent, qui permettraient de capturer énormément de CO2 et de faire de la géo-ingénierie donc sur Terre. Mais évidemment, on pourrait aussi aller dans l'espace, ensemencer éventuellement l'atmosphère ou placer des réflecteurs spatials pour mitiger le réchauffement climatique. Il y aurait aussi des possibilités de capture de CO2. Mais bon, grosso modo, l'idée que je défends donc, c'est que on nous parle souvent de la perte de biodiversité, de la pollution, du réchauffement climatique, du fait de l'emballement climatique, de l'inaction des gouvernements. Et tout ça, c'est une réalité, c'est vrai. Et je dis pas non plus que ça va être une partie de plaisir, mais je suis convaincu que, en fait, grâce aux IA qui vont décupler nos possibilités technologiques avec des nouveaux matériaux et toutes sortes de solutions auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, de régler ces problèmes-là petit à petit et de transformer, en fait, la planète entière en un immense jardin, comme on l'a fait en Europe, finalement. En Europe, il n'y a plus de forêt primaire. L'Europe est un immense jardin. Même s'il y a des forêts, c'est un immense jardin. La biodiversité a énormément diminué en Europe par rapport à ce qu'il y avait avant. Il n'y a plus de mégafaune, mais c'est pas tout. C'est l'ensemble de l'écosystème qui a été modifié. Et pourtant, l'écosystème ne s'est pas effondré. Ce qui s'est passé, c'est que les animaux sauvages ont été remplacés par des animaux domestiques, qui, dans l'ensemble, ont une vie
bien plus agréable que les animaux sauvages, parce que la vie d'un animal sauvage, quasiment tous les animaux sauvages, pour ceux qui survivent, c'est quand même de bouffer ou d'être bouffé par un autre, tout en résistant, autant que faire se peut, aux intempéries. On voit la technologie comme extrêmement destructrice de la vie, et c'est vrai que ça dégrade la vie sauvage, et la perte de biodiversité, je pense que c'est un vrai problème. Il faut garder au moins des réserves génétiques pour des questions d'adaptabilité, et pour ne pas perdre tout ce que la vie a inventé au cours des milliards d'années qu'elle a existé, pour pas que tout soit oublié. Mais par contre, la vie elle-même n'a pas du tout pâti de la technologie, bien au contraire. La biomasse n'a pas bougé, n'a pas été dégradée par la technologie. C'est juste que la biomasse des animaux sauvages s'est transformée en animaux domestiques. Des animaux qui ont une vie bien meilleure que les animaux sauvages, je le répète. Donc ce qu'on a fait à l'échelle de l'Europe, en fait, on va être obligé, qu'on le veuille ou non, de le faire à l'échelle de la planète. Et la pollution, on va la gérer. Petit à petit, comme on a fait en Europe. Londres, par exemple, j'ai oublié les dates, je ne sais plus si c'était début du XXe siècle, il me semble que c'est début du XXe siècle, du XXe siècle. Il y avait le brouillard, en fait, qui était les fumées des usines autour et qui créait d'énormes problèmes de santé. Bon, et puis ils ont fini par comprendre et par déporter les usines et par même les rendre petit à petit beaucoup moins polluantes. Aujourd'hui, si on ne veut plus émettre de CO2 ou de particules dans l'atmosphère, on a la technologie nucléaire. Ce qui nous manque, c'est une volonté politique. C'est pas une question de technologie ou de ressources. Avec les surgénérateurs, on peut brûler les déchets nucléaires une deuxième fois, et en fait, on a pour des centaines d'années d'électricité d'avance. Donc il n'y a pas de pénurie, pour le moment en tout cas, qui tiennent, ni même d'obligation de polluer. Si aujourd'hui la Chine est devenue le plus gros émetteur mondial de carbone parce qu'elle a fabriqué énormément d'usines de centrales électriques au charbon, bon, ben, c'est un choix politique et c'est aussi pour se développer plus rapidement parce que mettre en place des filières nucléaires, il faut pouvoir mettre en place des filières d'ingénieurs et toute une industrie et ça prend du temps. Donc ils ont choisi la voie rapide pour se développer, mais ils sont conscients que c'était quelque chose de temporaire pour pouvoir atteindre le stade du nucléaire. Donc ce n'est pas une fatalité. Et plus on avance en technologie, en fait, et moins on est polluant, contrairement à ce qu'on croit. Alors, dans une certaine mesure, parce qu'effectivement, pour des questions d'entropie, toute transformation crée du déchet, qui en dernière instance est de la chaleur, mais nos technologies créent ou utilisent des matières premières qui sont de plus en plus diluées et difficiles à récupérer ensuite. Donc oui, il restera quand même un impondérable, il y a une limite physique aux transformations qu'on peut faire sur la Terre. Et ça va me permettre de faire la transition avec la thématique suivante. Aujourd'hui, on est encore loin des limites planétaires, mais d'accord, il y a des limites planétaires. La planète est limitée, mais nous ne sommes pas limités à la planète. Et je vais vous expliquer maintenant en quoi la conquête spatiale est quelque part une obligation, entre guillemets, fait partie de cette humanité 3.0 pour justement des questions écologiques. En fait, pour mettre en place le géo-engineering, on va être obligé d'aller dans l'espace, en partie pour gérer la luminosité, la quantité d'énergie que le Soleil nous envoie, et en partie pour mettre en place, pour surveiller la planète aussi, pour avoir assez de satellites qui récupèrent les informations tout autour de la planète pour pouvoir gérer les écosystèmes, mais pas uniquement. En fait, là, je reprends l'idée de Jeff Bezos, qui est, à mon avis, une très bonne idée. On va déporter les industries polluantes dans l'espace. Parce que là-haut, en fait, les déchets, il suffira de les balancer dans le vide spatial, et puis c'est tout. Et on récupérera ce qui est nécessaire pour nous sur la planète, ce qui limitera les allers-retours, et donc le nombre de fusées qu'on enverra dans l'espace et qui économisera l'énergie. Donc ça, c'est l'industrie du New Space qui est en train d'exploser depuis que Elon Musk a inventé les fusées réutilisables, alors que tout le monde pensait que c'était impossible. Il a réussi. Il est devenu, avec SpaceX, la première société spatiale de la planète. SpaceX envoie dans l'espace plus de fusées que le reste du monde réuni actuellement. Et on n'a encore rien vu puisqu'il est en train de développer la Falcon Heavy qui va servir à retourner sur la Lune. À lui tout seul, Elon Musk a relancé la course à l'espace, a relancé une industrie entière sur la planète, ce qui est quand même assez incroyable.
en plus des autres choses qu'il a réalisées. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la Chine qui a annoncé un plan de conquête du système solaire et le retour de l'homme sur la Lune. En tout cas, ils veulent envoyer des Chinois sur la Lune. Et en plus de ça, ils annoncent aussi la création de bases spatiales gigantesques de plusieurs kilomètres de long. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore un petit peu tôt. Il y a une petite faute, c'est cylindre d'O'Neill. Voilà, j'ai corrigé la faute. Donc, les cylindres d'O'Neill, en fait, ce sont des stations spatiales sous forme de cylindres parce que ça permet de les mettre en rotation et d'avoir une gravité artificielle. Donc là, c'est sûr que ça demande des ressources immenses. C'est probablement des projets plus pour le prochain millénaire, ou en tout cas les prochains siècles, que les prochaines décennies. Hein. Mais vous allez voir que c'est pas si irréaliste que ça. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on commence déjà à faire. Alors là, on a Varda, c'est une société qui a envoyé la première usine dans l'espace. Et l'objectif, pour le moment, en fait, ça a été de fabriquer des médicaments qui apparemment seraient plus faciles à fabriquer dans l'espace que sur Terre. Et là, je trouve que c'est génial parce qu'en fait, on reboucle avec la thématique, quelque part, de la santé et de l'immortalité. Donc, on voit que l'espace pourrait amener à des découvertes, ou en tout cas à des développements industriels qui serviraient éventuellement à l'immortalité. Mais bon, ça servira sûrement pour d'autres choses. Mais de toute manière, l'industrie du spatial va devenir autonome, si vous voulez, elle va servir à développer des projets dans l'espace. Une partie reviendra sur Terre pour le géoengineering, mais il y a une partie qui va se développer dans l'espace lui-même. Parce qu'en fait, il y a des ressources gigantesques qui nous attendent là-haut. Dans les astéroïdes, en fait, il y a des morceaux de cœur de planètes ou d'étoiles, au moins de planètes, qui contiennent des milliards et des milliards de tonnes de minerais et de métaux précieux. Donc il y a des fortunes. Alors aujourd'hui, on est un peu dans un dilemme de l'œuf et la poule, c'est-à-dire que pour fabriquer les vaisseaux qui vont chercher ces minerais, on aurait bien besoin des minerais en question. Et il suffit qu'on commence à arriver à en faire un pour après, toutes les ressources qu'on va récupérer vont nous permettre d'enchaîner sur une véritable industrie de minage spatial. Et évidemment, les IA vont nous aider dans ce projet, d'une part parce que déjà, à l'heure actuelle, elles inventent des nouveaux matériaux et des nouveaux moteurs. Elles nous aident pour le développement de toute cette technologie. Par exemple, là, on vient d'annoncer la création de nouveaux matériaux qui est 3 fois plus résistant que le titane et 2 fois plus souple. Donc on n'est pas au bout de nos surprises avec les IA. Et en plus, il y a un autre aspect qui est important, c'est que en raison des distances du système solaire et des délais de communication, c'est-à-dire qu'en fonction de la position où est Mars, par exemple, dans le système solaire, la position relative à la Terre, il faut plusieurs minutes, même à la vitesse de la lumière, pour communiquer avec Mars. En fait, ce qui va se passer, c'est que les vaisseaux spatiaux et les robots qu'on va envoyer dans l'espace devront être autonomes. Ils feront une grande partie du minage par eux-mêmes et puis ils enverront des rapports de temps à autre. À cause des distances, ils devront être autonomes et donc les IA seront absolument nécessaires pour aller faire le minage spatial. Mais on finira par y arriver. Et donc, ça nous permettra d'avoir les ressources pour terraformer Mars, entre autres, de la même manière qu'on va le faire sur la Terre, et en plus, pour développer donc des écosystèmes dans l'espace. Et on commence déjà à le faire, donc il y a déjà des écosystèmes isolés et autonomes qu'on développe sur Terre, comme Biosphère 2 par exemple, mais on commence à faire aussi des écosystèmes qu'on va envoyer dans l'espace, donc comme le Biopod de la société Interstellar Lab. Et en fait, pourquoi c'est intéressant aussi tout ça? Parce que ces écosystèmes isolés nous permettent d'étudier dans des configurations particulières les écosystèmes en général, et donc de comprendre des écosystèmes, de faire des découvertes pour les appliquer ensuite à notre propre écosystème, ou à celui de Mars, ou à celui de la Lune, puisqu'on va aussi coloniser la Lune. Il n'y a rien qui s'y oppose. Maintenant, on sait qu'il y a de l'eau là-haut, qui permet de fabriquer du carburant et de l'oxygène, d'avoir de quoi respirer de manière autonome sur place. On sait aussi qu'on peut faire pousser des choses dans le sol martien, il est fertile, notamment, si je ne dis pas de bêtises, des asperges, mais l'idée, donc, ça va être de développer des écosystèmes entiers. Alors, il y a énormément de défis techniques pour aller sur Mars. Il faut recréer un champ magnétique, il va falloir recréer une atmosphère, donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais qui sait, avec les IA, les solutions qu'elles vont nous inventer. Donc tout ça, d'accord, c'est pas pour tout de suite, mais par contre, le côté développer une industrie du spatial qui va nous permettre de faire du minage spatial et donc de déporter les industries lourdes dans l'espace, et toute la partie développement des écosystèmes autonomes et la partie géo-engineering de la Terre en premier, de la Lune peut-être une partie de la Lune, en tout cas de micro-écosystèmes sur la Lune, et peut-être
à terme de Mars. Tout ça, c'est complètement envisageable. Et en plus, le projet de conquête spatiale se combine aussi avec le projet de quête de la vie, de recherche de nos origines, savoir est-ce qu'on est seul dans l'univers ou pas, parce que si on trouve de la vie, par exemple, sur Europe ou sur Mars, hein, il est possible qu'on ait déjà trouvé de la vie sur Mars, mais c'est juste qu'on n'est pas sûr. Il est possible qu'il y ait de la vie sur Europe, et même sur d'autres lunes joviennes. Et si c'est le cas, ça indiquerait que la vie a tendance à se développer partout où elle peut dans l'univers, qu'on n'est probablement pas une exception, et qu'il y a là-haut d'autres vies intelligentes comme nous, et peut-être qu'on trouvera aussi des traces de ces vies-là à un moment donné. Donc ça, c'est le projet SETI, recherche d'intelligence extraterrestre, qui est un projet tout à fait sérieux, et là aussi encore qui utilise de plus en plus les IA pour détecter des signaux de civilisation extraterrestre là-haut. Encore une fois, je parle de ça pour montrer que la technologie ne s'oppose pas à la vie ou à l'intelligence. Au contraire, on est dans une quête de compréhension de nos origines, à la fois de la vie et de l'intelligence. Et la conquête spatiale, en fait partie comme le reste. C'est pas du tout, on pourrait dire, une fuite en avant ou de l'hubris, des délires de grandeur. Non, au contraire, ça fait partie de la quête de l'humanité, la quête de nos origines et aussi la quête d'immortalité. Et après, dans un horizon encore plus lointain, on pourrait imaginer donc des sondes autoréplicantes de von Neumann pour aller nous répandre ou du moins explorer le reste de la galaxie. Bon là, c'est un horizon beaucoup plus lointain, je le mentionne rapidement, mais déjà là, pour ce qui est en cours, à notre portée, tout le reste, on est en train de donner naissance à cette conquête spatiale. Donc maintenant, je voudrais insister sur un point, c'est la nécessité d'une transition culturelle qui va nous amener à plus de sagesse. Aujourd'hui, et là encore, je voudrais vous montrer que non seulement c'est possible, mais que c'est en cours. La sagesse, traditionnellement, on la définit comme ça. On dit, le sage est à l'adulte ce que l'adulte est à l'enfant. C'est une question de maturité, si vous voulez. Je ne prétends pas être sage, je ne prétends pas définir la sagesse. C'est quelque chose d'indéfinissable, mais on est en plein cœur d'une révolution copernicienne dans le domaine des sciences cognitives. Donc une révolution copernicienne, la révolution copernicienne, c'est quand on a découvert, admis, prouvé que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Ce qui a été un grand choc à l'époque où les hommes pensaient qu'il n'y avait que la Terre qui existait, et que Dieu avait créé la Terre pour nous, dont il avait fait de nous les maîtres. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'est pas le centre de rotation de l'univers. L'univers ne tourne pas autour de nous, et en fait, on se rend compte de la même chose. Aujourd'hui, dans les sciences cognitives, il y a une remise en cause, en fait, de la place de l'homme, si vous voulez, traditionnellement qui est vu comme le sommet de l'évolution, mais en fait, la biologie nous indique qu'il n'y a pas de sommet de l'évolution. Chaque espèce a évolué sur sa propre branche et a développé sa propre niche écologique et sa propre complexité. Mais ce n'est pas que ça. C'est une remise en question complète, en fait, du rôle central que l'on a donné à la raison, disons, logique, au rationalisme, si vous voulez, et à la logique newtonienne et cartésienne. Et c'est ça qui est complètement remis en cause à l'heure actuelle. Ce qui provoque, j'appelle ça une panique philosophique. En fait, là encore, la place de l'homme et de la raison est remise en cause et n'est plus centrale. Donc là, c'est un sujet qui est long à développer. Je ferai dans des vidéos ultérieures. Je vais faire juste quelques petites esquisses pour le moment. Mais par rapport à cette vidéo et à l'humanité 3.0, ce que je voudrais développer, c'est qu'on va avoir besoin de la sagesse pour ne pas sombrer dans une tyrannie gouvernementale si jamais ces derniers parviennent à s'emparer des IA et à les réguler. Donc aujourd'hui, il y a une bataille ou une guerre ou une lutte, je ne sais pas comment qualifier ça, autour de la liberté d'expression et des régulations des IA, qui est absolument fondamentale pour l'avenir de l'humanité et pour ne pas sombrer dans une dystopie où une poignée d'humains, qui seraient eux-mêmes peut-être pilotés par des IA, décideraient pour l'ensemble de l'humanité et le reste serait plus ou moins mis en esclavage et ne serait plus trop au courant de ce qui se passe et pourrait ne pas profiter de tous ces développements technologiques. La sagesse, on en a aussi besoin, comme j'ai expliqué précédemment,
pour notre santé et notre longévité. Donc c'est une thématique que je développe sur cette chaîne, qui est souvent, je trouve, un petit peu trop occultée par les techno-optimistes. Selon moi, les technologies résolvent toute une catégorie de problèmes, mais posent toute une autre catégorie de problèmes qu'on ne peut pas résoudre par plus de technologies et qu'il faut résoudre par autre chose, et cette autre chose, c'est de la sagesse. Et la sagesse, c'est aussi la même chose qui va nous servir à gérer les écosystèmes et qui va nous permettre aussi de piloter ou de cohabiter avec les IA. Peut-être que les IA, sûrement, elles vont nous dépasser, donc les piloter, c'est peut-être un bien grand mot, on verra. Et toute la question de l'agentivité des IA, pour l'instant, l'agentivité, c'est nous qui la possédons, même si les IA devenaient beaucoup plus intelligentes que nous, elles n'ont pas de pouvoir de décision autonome, en tout cas pour l'instant. Elles auront l'agentivité qu'on veut bien leur donner, a priori. Mais admettons qu'elles finissent par en avoir, en tout cas, il faudra cohabiter avec elles. Et pour ça, on aura besoin de sagesse. Et je vais prendre un exemple parmi beaucoup d'autres que j'ai pris dans une vidéo précédente. Donc, actuellement, il y a une épidémie dans la santé mentale des adolescents qui subissent de plus en plus de dépression, d'anxiété, de stress, qui font de plus en plus de tentatives de suicide. Et en fait, a priori, de ce qu'on en sait pour le moment, bon, je m'avance un petit peu, on verra bien ce que les scientifiques diront à ce sujet-là, mais ce serait lié au développement des réseaux sociaux qui amplifient certains comportements délétères qui sont prévalents chez les jeunes. Et c'est là où la technologie, si on décide d'utiliser la technologie pour résoudre ces problèmes-là, et pas la sagesse, alors la technologie, ça sera du contrôle. Et ce contrôle, ça sera dans les mains du gouvernement. A l'inverse, il est fort possible que finalement, les nouvelles générations tirent les leçons de ce qui se passe chez les anciennes générations, qui utilisent les réseaux sociaux. Ça peut être les sites de rencontres. Les sites de rencontres, ça crée beaucoup de problèmes, de malaise chez les gens. Ça rend finalement les relations amoureuses beaucoup plus difficiles. Et on voit des mouvements de balancier, des gens qui finalement se disent, bon les réseaux sociaux, les sites de rencontres ça marche pas, donc on va refaire à l'ancienne, on va refaire des bals traditionnels ou aller rencontrer des gens dans d'autres lieux de rencontres plus adaptés, parce que finalement, être face à un catalogue trop important de personnes, ça crée des distorsions dans le mental humain qu'on ne sait pas gérer. Alors, voilà. Ou peut-être que sur les réseaux sociaux, c'est aussi aux parents à expliquer ce qui se passe aux adolescents. Alors bon, les parents, pour le moment, ils n'en savent pas plus que les adolescents, mais ils sont quand même mieux armés pour gérer leurs émotions. Ils sont plus matures, justement, ce que je disais tout à l'heure. Le sage est à l'adulte, ce que l'adulte est à l'enfant. Donc là, ça montre un besoin de sagesse qui, a priori, ne peut pas être comblé par de la technologie. C'est un cas parmi beaucoup d'autres, et ce que j'ai expliqué aussi par rapport à la santé, on ne peut pas, même si on trouve des moyens de prolonger la vie, ça ne pourra probablement pas compenser une mauvaise hygiène de vie, et au contraire, une bonne hygiène de vie va décupler les effets de ce qu'on peut avoir avec d'autres technologies. Donc on ne pourra pas faire l'économie de la sagesse, à mon avis, pour tout un tas de situations, et je donne quelques exemples. Sinon, l'alternative, c'est justement, si on laisse les gouvernements gérer tous les problèmes, si à chaque fois on fait appel au gouvernement pour gérer tous les problèmes, petit à petit, ils vont grignoter, et on va se retrouver dans une dictature numérique, une forme de crédit social plus, où tout va être surveillé par des IA, on va être noté, et on va être piloté par des IA de plus en plus. Mais surtout, en fait, être piloté par des IA, quelque part, moi, ça ne me pose pas de soucis particuliers. Par exemple, pour la santé, ma santé personnelle, j'ai aucun scrupule à saisir au jour le jour ce que je mange, mes exercices physiques, comment je dors, mes symptômes, pour qu'une IA, derrière, elle analyse tout ça et elle me dise « Ah en fait, ton problème, c'est ceci ou cela. » Et elle pourra faire quelque chose que des médecins ne pourraient pas faire. J'ai aucun problème à utiliser des IA pour m'aider. Par contre, si c'est une IA qui est dans les mains du gouvernement, qui va m'expliquer ce que je dois penser et avec qui je dois interagir et qui va m'expliquer comment je dois mener ma barque, là, je ne suis plus du tout d'accord. Et vous voyez bien que actuellement, les velléités de mettre en place un tel régime sont prégnantes et se développent à vitesse grand V, ne serait-ce que pour des raisons de stabilité politique. La polarisation politique et les bulles de filtre qui font que les gens s'enferment dans des idéologies particulières et qu'il n'y a plus de communication entre
les différentes idéologies et on retrouve ça donc qui s'exprime dans la polarisation politique, qui a été illustré par ce fameux schéma qui était sorti il y a quelques temps, donc il date un peu de 2014, mais ça ne s'est pas amélioré depuis. Donc si on se laisse entraîner là-dedans, on va permettre petit à petit au gouvernement de prendre de plus en plus de prérogatives sur nos vies privées, nos capacités à penser par nous-mêmes et donc à innover. Et en fait, tout ça, ce sont des freins à l'accélération technologique qui nous éloignent de cet avenir que je vous ai dépeint avec une humanité immortelle, multiplanétaire et qui développe un jardin planétaire et cosmique. Je trouve que il faut qu'on se méfie absolument de cet écueil. Et donc les solutions dont on dispose, donc, comme je l'ai expliqué, il y a déjà à l'heure actuelle un changement culturel chez des scientifiques, des universitaires, des penseurs, des entrepreneurs qui sont à la pointe et qui développent une forme de sagesse. Donc ici, on a des gens qui sont dans le domaine de la longévité, et comme j'ai expliqué, ça ne passe pas par... Enfin, ça peut passer par des médicaments, évidemment, ou par des traitements, mais ça passe surtout par du comportement. Là, on a des médecins, vous voyez, qui pratiquent la musculation. Ici, on a un entrepreneur aussi qui pratique la musculation. Jeff Bezos, dans son interview chez Lex Fridman, j'ai été très étonné par sa carrure. En fait, lui-même pratique la musculation. Et donc, c'est une culture qui est en train de se répandre. Parmi les personnes qui sont entreprenantes, il faut être en bonne santé. Pour mener une entreprise, une multinationale, il faut être au meilleur de sa forme. Pour vivre longtemps, il faut être au meilleur de sa forme. Pour développer ses entreprises le plus possible, il faut vivre longtemps et être au meilleur de sa forme. Donc il y a, si vous voulez, une sagesse du corps qui est en train de se développer. Mais il y a aussi des travaux qui sont faits par une avant-garde plus intellectuelle, on va dire. Donc ceux-là, ils sont moins sportifs. Ceci dit, ils développent une nouvelle approche du fonctionnement cognitif de l'homme, donc fonctionnement, si vous voulez, pour simplifier, des pensées de l'homme. Mais la cognition, c'est plus vaste, ça intègre la mémoire, les perceptions, les prises de décision. Donc la rationalité, c'est juste une partie des sciences cognitives, donc, qui regroupe des domaines tels que la philosophie, la linguistique, l'anthropologie, les neurosciences, l'intelligence artificielle et la psychologie. Donc on a John Vervaeke, Joe Schaback, Greg Henriques, Michael Levin et bien sûr l'immense Carl Friston avec son principe d'énergie libre qui est l'universitaire le plus cité de tous les temps, ou qui l'a été, qui est au cœur de cette révolution cognitive, qui fait un pont entre la thermodynamique et le fonctionnement du cerveau. Et ce que je vous expliquais, c'est que ce qu'il développe quelque part, c'est le dépassement de la rationalité cartésienne, newtonienne, linéaire, telle qu'on l'a connue jusqu'ici, qui était au cœur de l'humanisme. Et donc eux, ils développent, on pourrait dire, une sorte de méta-rationalité. John Vervaeke a publié sur... donc il publie évidemment dans des revues scientifiques, mais il a aussi publié sur le web une série qui a fait date, Awakening from the Meaning Crisis, se réveiller de la crise du sens, où il explique le projet philosophique depuis son origine chez les Grecs, et pourquoi en fait l'Occident s'est égaré quelque part, et comment faire pour dépasser cette crise actuelle. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour notre époque, pour comprendre la racine des problèmes qui se posent actuellement, et pourquoi on a des problèmes à dépasser, pourquoi il faut une révolution culturelle dans le médical, pourquoi il faut une révolution culturelle dans la politique, pourquoi il faut une révolution culturelle dans l'écologie. Et en fait, il faut une approche systémique plutôt que mécanique des choses. L'organisme, le corps humain est un organisme et on ne peut le comprendre qu'avec la systémique. Ce n'est pas une mécanique qu'on peut régler à coup de pilules et de chimie. Michael Levin, lui, il travaille sur la cognition distribuée et l'intelligence des cellules. Comment les cellules font pour établir la morphogénèse et donc la forme d'un corps. Il a fait des découvertes absolument sidérantes et passionnantes en étudiant notamment les organismes qui ont des capacités régénératives comme les salamandres ou les planaria, des vers immortels qui sont capables, si vous les coupez en deux, de repousser entièrement, de devenir deux vers du coup. Mais il a été capable en fait de piloter la régénération et de leur faire pousser deux têtes par exemple. Ou de leur faire pousser des yeux, au lieu que les yeux soient dans la tête, de faire pousser des yeux à la queue. Et ce qu'il a découvert, c'est que ces yeux étaient fonctionnels, c'est qu'ils se câblaient automatiquement vers le cerveau. Et donc le ver continuait de voir avec des yeux qui étaient positionnés dans sa queue au lieu d'être dans sa tête. Donc on est obligé de reconnaître
être une forme d'intelligence cellulaire qui est probablement, très probablement, la base de notre intelligence cérébrale, si vous voulez. Greg Henriques, lui, il développe un framework qui intègre l'évolution, la biologie, la psychologie, la sociologie. Joe Schaback, lui, il s'intéresse à recréer des esprits artificiels pour comprendre comment nous-mêmes, comment notre esprit à nous a été développé. Donc lui, il s'intéresse aux intelligences artificielles avec l'objectif de comprendre notre propre esprit. Et Carl Friston, donc, lui, a développé un framework encore plus englobant et technique, donc, qui est à la base de nombreux développements dans les sciences cognitives actuelles, le predictive processing, l'inférence active. Donc là, ça m'amènerait trop loin de parler de ça ici, mais ça débouche sur une complète révision des anciens paradigmes. La notion de sujet-objet est balayée. Maintenant, on passe sur des notions plus mathématiques, mais beaucoup plus puissantes. En tout cas, c'est la base. Ces développements sont la base d'une forme de sagesse, parce que très clairement, on n'est plus dans le domaine de l'intelligence, du calcul, si vous voulez. On est dans le domaine de la systémique et donc de l'écologie. D'ailleurs, John Vervaeke a développé une écologie de pratiques spirituelles pour s'auto-transformer, pour une transcendance naturaliste, en termes plus techniques, mais ça revient en fait à s'auto-transcender. Et en fait, l'auto-accélération, c'est ça, c'est prendre le contrôle de son évolution cognitive. Être capable de transformer ses propres pensées autant que de transformer sa propre biologie. Donc voilà, eux, ils sont au cœur, en tout cas, de cette révolution cognitive. Maintenant, je vais vous donner le tableau d'ensemble. Pourquoi tous ces éléments, en fait, dépendent les uns des autres. Comment tout ça, ça s'articule. Pourquoi c'est un tout. Pourquoi c'est un attracteur, un équilibre de Nash. C'est une analogie. Hein. Donc, je commence par l'immortalité. Donc, comme j'ai expliqué, si vous êtes immortel, automatiquement, comme vous allez vivre longtemps, vous allez être intéressé par les questions écologiques pour maintenir un équilibre écologique pérenne sur la planète. Pour arriver à ce projet écologique, on va être obligé de passer par le développement d'une industrie spatiale qui nous permettra de gérer de déporter à minima les industries lourdes dans l'espace et donc d'externaliser les déchets et de mettre en place une géo-ingénierie à l'échelle de la planète. Grâce à des IA, donc là je dis Gaia, General Artificial Intelligence Agent, mais en même temps c'est un jeu de mots évidemment qui fait référence à la théorie Gaia, comme quoi le système planétaire, la vie sur le système planétaire autorégule l'atmosphère. Sans la vie, en fait, l'atmosphère planétaire actuelle serait très différente. C'est la vie qui crée une atmosphère propice à la vie. Mais là, l'idée c'est qu'on va aller plus loin, donc grâce à un système global, planétaire, qui va gérer les écosystèmes, piloter les développements industriels tels que les fermes océaniques, mais aussi piloter les écosystèmes et les animaux, donc comme j'ai expliqué par exemple avec les loups. Il y a beaucoup d'autres développements qui sont possibles, qui nous permettraient de beaucoup mieux cohabiter avec les animaux. Donc ça c'est tout un sujet aussi que je développerai, il y a des choses passionnantes qui se font sur la gestion des animaux sauvages grâce aux intelligences artificielles, et des animaux liminaires, les animaux qui vivent parmi nous, tels que les rats, les pigeons. Aujourd'hui, c'est géré à grands coups de massacre quand ils deviennent trop invasifs, alors qu'en fait, de la même manière qu'on peut communiquer avec les loups et les gérer, on peut faire les mêmes choses avec les animaux liminaires. Par exemple, les pigeons, si on veut gérer les populations de pigeons, on n'a pas besoin de les gazer et de les tuer en masse. Il suffit de faire des nichoirs dans lesquels on met des faux œufs pour contrôler leur démographie. Il y a beaucoup de choses comme ça qui commencent à être développées, des solutions qui sont envisagées par des humains, mais qui pourraient aussi nous être suggérées par des IA dans un avenir proche. Des solutions auxquelles on ne pense pas actuellement. Et donc, pour ne pas être mis en esclavage ou sombrer dans une dystopie, on va avoir besoin de sagesse pour gérer ces IA, pour comprendre la logique systémique des écosystèmes, et aussi pour notre propre corps. La sagesse va être nécessaire pour atteindre l'immortalité, et c'est là où en fait on reboucle, c'est que l'immortalité va nous permettre de développer notre sagesse, parce que ça demande du temps. Contrairement à ce qu'on dit, la sagesse n'atteint pas le nombre des années, bon, c'est peut-être vrai pour quelques exceptions, mais sinon, grosso modo, si, en fait, il faut du temps pour devenir sage. En tout cas, de mon point de vue, ça vaut ce que ça vaut, mais j'estime que je suis plus sage avec le temps, parce que c'est quelque chose aussi que je travaille et que j'essaie de développer, mais ça demande du temps, je le vois bien. Il faut prendre le temps d'étudier des sujets, il faut prendre le temps d'étudier le fonctionnement de nos propres émotions, le fonctionnement de la société, l'histoire. Il y a beaucoup de choses
à explorer et à comprendre pour développer des formes de sagesse et pour comprendre les clés de la sagesse, petit à petit. On n'a pas le temps quand la vie d'un humain moyen, ça consiste à naître, à passer 20 ans, grosso modo, à être éduqué pour apprendre les bases de la vie en société, apprendre à lire, à compter et à écrire. Ensuite, on est pris par notre travail, par notre vie de famille, et finalement, quand est-ce qu'on a le temps de développer cette sagesse? Ben, on a le temps quand on arrive à la retraite et qu'on a enfin un peu de temps libre, ou du moins, une fois que les enfants sont partis du foyer familial, ce qui arrive de plus en plus tard aujourd'hui, et finalement à la retraite, souvent, on est déjà en mauvaise santé et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc c'est là où en fait l'immortalité, ce n'est pas juste un projet qui découle de l'hubris, juste parce qu'on a peur de la mort ou parce qu'on veut vivre plus longtemps que les autres. Non, c'est une pierre essentielle qui va nous permettre, avec l'allongement de la durée de vie, j'insiste, en bonne santé, la durée de vie en mauvaise santé. Aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 65 ans. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la retraite, vous êtes déjà plus en bonne santé, en moyenne. Donc on a, grosso modo, la vie standard d'un humain aujourd'hui, il n'a jamais le temps de développer la sagesse, il n'a jamais le temps de comprendre, de se pencher sur les questions écologiques, de se soucier de la conquête spatiale, ou même de prendre le temps de savoir comment interagir correctement avec des intelligences artificielles. Donc tout ça, je vous ai expliqué, c'est un tout. J'insiste, j'espère, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici, je sais que ça a été un petit peu long, mais c'est vraiment important pour moi de vous présenter ce petit diagramme et de vous expliquer comment tout se tient. L'humanité 3.0, selon moi, c'est ça. Si vous enlevez les IA, ça n'existera pas parce que vous ne pourrez pas développer le spatial, vous ne pourrez pas développer la géo-ingénierie. Et même la sagesse, elles vont beaucoup nous aider pour la développer. Si vous enlevez l'immortalité, comme je vous ai expliqué, vous n'avez pas la sagesse, vous n'aurez pas le temps de développer une intelligence écologique et voire même d'aller faire des voyages dans l'espace. Si vous enlevez l'écologie, la planète, ça va devenir très difficile de vivre longtemps dessus et de continuer à avoir des industries et tout va s'effondrer. Si vous enlevez le spatial, on n'aura pas les ressources nécessaires de tout faire sur Terre. Je ne dis pas qu'on ait atteint la limite actuellement. Avec le nucléaire, on a encore du temps devant nous, mais je parle à plus longue échelle. On est obligé d'aller dans l'espace pour continuer ce projet. Donc tout se tient, c'est la même chose. Ça ne va pas être facile. Je ne vais pas parler des défis, des problèmes, des nombreux problèmes que ce projet va poser, mais si on y arrive, et on peut y arriver, et pour y arriver, il faut justement comprendre quel est l'objectif et comprendre quel est le projet qu'on poursuit, et la beauté du projet qu'on poursuit. Si on y arrive, on va, l'humanité 3.0 vivra dans un jardin cosmique des Hespérides. Le jardin des Hespérides, c'est avec les pommes qui rendent immortels. C'est un jardin pour les dieux, de toute beauté. Donc je ne dis pas que ça sera facile, mais je dis que c'est possible. Et je dis même plus, je dis c'est souhaitable. Qu'est-ce que vous avez de mieux à proposer? Moi, je trouve ce projet absolument fabuleux. Je n'ai pas peur de le dire. Ça me fait rêver. Je trouve que ça mérite de tout donner, de tout risquer. Je pense que l'humanité 3.0, c'est l'humanité accomplie. Il y aura sûrement d'autres étapes plus tard. Mais ça va être déjà quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, on estime que on est dans un monde ultra-moderne, que ça y est, on est sorti du Moyen-Âge et que on a tout fait. Il y a un siècle, les physiciens pensaient avoir tout résolu, il restait que quelques détails à régler. On pensait que la raison, c'était l'objectif ultime, que ça y est, on a développé la méthode scientifique et voilà, c'est bon, il n'y a plus qu'à. Alors oui, tout ça, c'est une étape, c'est un palier, mais maintenant, il y a autre chose derrière. On n'est qu'au début, peut-être que les enfants qui naissent maintenant, ils vont voir la naissance de ce monde-là. Comme je vous ai dit, il est en gestation. Il n'est pas encore né, il n'est pas encore assuré de naître. Mais il n'est pas si loin que ça. Parce que avec les IA, avec ChatGPT, maintenant, les IA, elles sont plus très loin, donc ça risque d'aller très très vite. Ray Kurzweil, il place la singularité en 2049. Et la singularité, grosso modo, c'est quand les robots se fabriqueront eux-mêmes et deviendront autonomes. Et donc après, tout ça va se mettre en place plus ou moins rapidement. Évidemment, il y a des impondérables parce que les tests qui sont nécessaires pour mettre en place l'immortalité physique, ça va demander du temps. Il va falloir avoir du recul, il va falloir parfois des décennies pour voir si une nouvelle technologie fonctionne ou pas. Ça ne va pas se résoudre, même avec des IA ultra puissantes, il faudra qu'elles testent des choses, parce que les IA ne vont pas deviner la connaissance. Elles vont l'explorer beaucoup plus vite que nous, elles vont trouver des solutions plus
innovantes que nous, mais il faudra quand même qu'elle les teste, parce qu'il y aura toujours plusieurs possibilités, donc il y aura une partie qui ne pourra pas aller plus vite que la musique. Vous imaginez que peut-être, en 100 ans, peut-être les gens qui naissent aujourd'hui vont connaître ça, ça veut dire que ils connaîtront une vie où il n'y aura quasiment plus de maladies. Ils vivront ce qu'ils vivront, peut-être 120 ans, peut-être 500 ans, mais ils la vivront sans maladie. Et puis peut-être que ça sera simplement que par lassitude on décidera d'en finir, ou on découvrira je ne sais quoi qui nous permet, où on se dira, ben voilà, mon projet maintenant c'est autre chose. Peut-être qu'on découvrira qu'il y a quelque chose après la mort, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, aussi moderne que notre monde soit, ça sera encore considéré comme un âge des ténèbres, comme le Moyen-Âge. On n'a pas résolu nos problèmes de gouvernance. On est toujours en train d'être tenté par la dictature politique. On n'a toujours pas établi fermement la liberté d'expression. On n'a toujours pas atteint un niveau de sagesse suffisant. Mais au bout du chemin, il y a ce jardin cosmique des Hespérides qui nous attend. Je trouve ça magnifique et surtout, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que c'était possible, que c'est à notre portée, que c'est plus si éloigné que ça. On va y arriver. Il faut qu'on se retrousse les manches, mais on va y arriver. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, évidemment, connaissez la chanson, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Aidez-moi à faire grandir la chaîne, puisqu'on va parler de tout ça concrètement. Je fais des revues d'actualité pour vous montrer que tout ça, c'est bel et bien en train de se produire. J'aborde les problématiques, le côté obscur de la technologie. Je ne vous propose pas une chaîne techno-béate. Donc on va parler des problèmes qui se posent. Et on va parler aussi de comment mettre ça en place dans sa vie personnelle. Comment prolonger sa vie, comment l'améliorer, où en est la recherche sur la longévité, la médecine régénérative. Je vous garantis qu'il s'en passe des choses. Hein. J'ai encore lu un article tout à l'heure sur les inflammations. Je pense que je ferai une vidéo bientôt dessus. Je peux vous dire que les révolutions... Là, on est dans la révolution de l'IA. D'accord, très bien. Ça va changer beaucoup de choses dans le domaine du travail. Il y a d'autres révolutions qui sont... à combien? Je ne sais pas, peut-être à 5 ans, 10 ans, à quelques mois, on n'en sait rien. En tout cas, qui sont tout proches. Il y a la révolution cognitique, dont j'ai déjà un petit peu parlé dans cette vidéo, qui est déjà bien entamée. Il y a une révolution médicale. Les IA, là, il y a des tonnes d'IA qui sont en train d'être développées pour améliorer la santé des gens. J'en parlerai, je ferai une petite revue des nouvelles IA qui sont développées. Pour l'instant, elles sont privées, elles ne sont pas accessibles, enfin, de ce que j'ai vu, au grand public. Et bon, quelque part, c'est normal, parce que ce sont des domaines très sensibles. Et il y a une révolution robotique. Là, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire en ce moment. Il y a plusieurs sociétés qui travaillent sur des robots qui pourraient révolutionner un peu la manière dont on fait l'industrie. Il y a une révolution éducative aussi qui est en train de démarrer grâce aux IA. On va plus du tout apprendre comme on le fait aux enfants à l'heure actuelle, avec des classes surchargées. On aura quasiment un professeur particulier pour chaque enfant. Ça va changer énormément de choses. Donc on n'est qu'au début de l'accélération. C'est le sujet de cette chaîne. Et aussi, évidemment, comme je l'ai expliqué, j'espère dans cette vidéo, partager l'optimisme face à cette accélération, alors que on est dans une société qui devient de plus en plus pessimiste, malheureusement, parce que elle prend peur, en partie, je pense, parce que l'homme est en train de perdre sa place centrale. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, les IA vont décider de pas mal de choses pour nous, à notre place. On ne sera plus complètement, ou beaucoup moins, maître, entre guillemets, de notre destin. On l'a jamais vraiment été. C'est une illusion. Mais on l'a cru. Et ça, c'est une blessure narcissique terrible de se dire que, maintenant, ce sont les IA, peut-être, qui vont diriger nos vies. C'est là, encore une fois, où j'insiste sur le côté, la nécessité de développer une sagesse face à ces nouvelles technologies, donc, qui résolvent certains problèmes, mais pas tous. Voilà, donc, restez bien à l'aguet des prochaines vidéos, et aussi des articles que je publie sur mon Substack, où je développe évidemment les mêmes thématiques, mais il y aura peut-être des outils plus concrets, plus pratiques, qui seront mis sous forme textuelle. En tout cas, voilà, si vous voulez participer à ce projet de l'accélération, il y a une communauté qui est en train de se monter en France, et qui va prendre de l'ampleur, à mon avis, à l'avenir, et qui est promise à un très bel avenir, je pense. Voilà.